Alors un mot sur les résistances aux antibiotiques, ça fait plutôt partie de la matière de microbiologie, donc très brièvement, euh, il n'y a pas évidemment que les mauvaises prescriptions d'antibiotiques qui peuvent générer des résistances. Euh, le fond du problème, c'est qu'en donnant des antibiotiques, on va avoir un impact non seulement sur le pathogène euh, que l'on veut éliminer, mais également sur les multiples micro-organismes du microbiote. Pas besoin de vous rappeler l'extrême diversité de ces micro-organismes. Et bien évidemment, ça ne va pas se limiter au site qui est visé, mais tous les microbiotes, que ce soit au niveau digestif, respiratoire, génital, etc., seront affectés par la prescription d'antibiotiques, ne serait-ce que pendant quelques jours. Et cet impact peut persister des mois après une antibiothérapie. Donc ce n'est jamais anodin. Et il y a une sorte de mémoire de l'antibiothérapie qui va persister avec, ça a été bien montré notamment, paradoxalement, un risque accru d'infection à distance d'une antibiothérapie uniquement lié à ces modifications du microbiome, puisque le microbiome nous protège des pathogènes. Si vous altérez le microbiome, vous avez un risque accru de développer des infections. Alors bon, ça c'est l'équilibre, mais en plus de ça, vous risquez d'induire des résistances, de sélectionner des résistances au niveau de bactéries qui font partie de ces microbiotes, et qui, dans certaines situations, peuvent devenir pathogènes avec les difficultés de les traiter, puisqu'elles auront acquis différents mécanismes de résistance. Vous savez qu'un des problèmes, évidemment, c'est que chez les bactéries, les gènes de résistance peuvent s'échanger au sein d'une même espèce, mais également entre espèces différentes. Et par ailleurs, toutes ces bactéries résistantes peuvent s'échanger d'individu en individu, avec l'impact important au niveau de la collectivité. Alors évidemment, pourquoi la guerre contre les bactéries est-elle toujours perdue, en tout cas avec les antibiotiques actuels? Eh bien parce qu'évidemment, étant donné que les antibiotiques sont eux-mêmes d'origine microbienne, en tout cas leur structure de base, même quand ils sont synthétiques, eh bien forcément, il y a toujours bien une bactérie qui a les moyens de se protéger d'un antibiotique qu'elle a fabriqué. Et comme les gènes s'échangent entre bactéries, eh bien les gènes codants pour la résistance aux antibiotiques, on les trouve dans un milieu naturel en dehors de toute exposition aux antibiotiques, et on le trouve dans le microbiome d'individus qui n'ont jamais reçu d'antibiotiques. Donc ce que l'antibiotique va faire simplement, c'est sélectionner les souches qui sont résistantes, favoriser leur amplification, mais également favoriser l'échange des gènes sous la forme de tous ces éléments génétiques mobiles, les transposons, les cassettes, etc., que vous avez vus dans vos cours de microbiologie. Donc c'est un combat qui est pratiquement toujours perdu d'avance, hein. Tout ce qu'on fait ici, c'est d'essayer de prolonger au maximum la durée d'efficacité de nos antibiotiques, sachant que tôt ou tard, ils ne seront plus efficaces. Alors, on peut clairement corréler l'émergence des germes multirésistants à l'augmentation de la prescription d'antibiotiques, d'une part, mais surtout l'apparition d'antibiotiques à large spectre et leur utilisation de plus en plus massive, notamment l'émergence des staphylocoques dorés résistants à la méticilline, les fameux MRSA dans les années 90, l'émergence des grammes négatifs producteurs de bêta-lactamase à spectre élargi dans les années 2000. Eh bien, tout ça est très clairement corrélé avec la plus grande utilisation de ces antibiotiques à large spectre, hein, de type amoxiclave, etc., que vous connaissez. Là, on vous montre un peu ce que je disais, c'est que la guerre est de toute façon perdue. Il y a entre l'introduction d'un antibiotique sur le marché, une dizaine d'années plus tard, on voit apparaître de façon importante, voire même parfois beaucoup plus tôt que 10 ans,
la résistance bactérienne qui y correspond. Alors, les mécanismes de résistance chez les bactéries vont devenir de plus en plus sophistiqués, avec parfois la combinaison de plusieurs mécanismes différents qui vont rendre les traitements de plus en plus difficiles. C'est notamment le cas, si vous avez ici une diapositive un peu chargée, mais qui sont les bêta-lactamases. Bien évidemment, les bêta-lactamases sont connus depuis longtemps. C'est pour ça qu'on a développé il y a une vingtaine d'années l'amoxiclave ou augmentin qui contient un inhibiteur de bêta-lactamase. Mais au fil du temps, les bêta-lactamases sont devenus de plus en plus efficaces et capables de résister à des antibiotiques divers. Et vous avez ici toute cette évolution génétique avec les mécanismes notamment d'éléments chromosomiques mobiles, de plasmides, etc., qui sont responsables du transfert de ces résistances de bactéries à l'autre, avec les grosses difficultés que cela implique, notamment face à ces carbapénémases, bêta-lactamases à spectre élargi, etc. Alors, les mécanismes de résistance aux antibiotiques, là aussi, c'est des rappels de votre cours de microbiologie. Il y a 4 grands scénarios possibles. Vous avez des enzymes que possède la bactérie et qui vont carrément détruire l'antibiotique. Donc, c'est le cas notamment des fameuses bêta-lactamases, carbapénémases dont on vient de parler. Dans certains cas, c'est la cible elle-même qui va être modifiée et empêcher la fixation de l'antibiotique à son niveau, notamment c'est le cas des antibiotiques qui se fixent au niveau des ribosomes en empêchant la traduction des protéines. Dans certains cas, on va empêcher l'antibiotique d'entrer. Les porines qui sont normalement impliquées dans l'entrée des bêta-lactames, par exemple, vont être modifiées pour que l'antibiotique n'entre plus. Dans certains cas, on le laisse entrer, mais on va favoriser sa sortie. Donc, les pompes des flux vont être plus efficaces. Dans d'autres cas aussi, la cible va être protégée sans modification particulière, mais être modifiée. Ceci, c'est des détails biochimiques qui sortent de l'objet de ce cours. Alors, on termine cette deuxième partie. Ah non, je dirais que c'est un point important, mais ça ne termine pas la deuxième partie. La deuxième partie, ce seront vraiment les considérations de ce qu'est une bonne prescription d'antibiotiques, un bref rappel de la classification des antibiotiques. Donc, j'insiste pour que vous connaissiez les classes d'antibiotiques. On vous pardonnera si vous ne pouvez pas citer à quelle classe appartient le métronidazole qu'on utilise dans le traitement du Clostridium difficile. On vous pardonnera moins si vous ne connaissez pas la classe d'antibiotiques à laquelle appartient par exemple la gentamicine ou la ciprofloxacine. Alors les antibiotiques, on les classe de différentes façons. On peut les classer en fonction de leur mode d'action, on peut les classer en fonction de leur spectre. Certains antibiotiques à spectre très étroit, d'autres à spectre très large. On peut les classer en fonction de la façon dont ils sont métabolisés, en fonction de leur volume de distribution. Donc tout ça, ce sont des... Mais la classification, je dirais, largement utilisée est basée surtout sur une structure chimique en fait et sur un mécanisme d'action. Donc ça, c'est les différents mécanismes d'action qui permettent aux antibiotiques d'être soit bactériostatiques ou bactéricides, sachant que pour certains d'entre eux, ce n'est pas toujours parfaitement élucidé. Enfin, très schématiquement, vous avez des antibiotiques qui vont agir au niveau de l'ADN, soit carrément en favorisant sa déstabilisation, sa destruction, comme le font par exemple les quinolones, soit en bloquant la transcription en ARN messager. Vous avez beaucoup d'antibiotiques qui agissent soit sur la sous-unité 30S ou 50S des ribosomes, donc qui bloquent la traduction en protéines.
Les acides nucléiques, évidemment, doivent être synthétisés, notamment par le métabolisme de l'acide folique, et vous avez des antimétabolites qui vont agir à ce niveau. Et à tout seigneur, tout honneur, évidemment, des antibiotiques qui agissent au niveau de la paroi, comme les bêta-lactames. Certains agissent plutôt au niveau de la membrane plasmique, comme les polymyxines, qui sont relativement peu utilisées, notamment c'est le cas de la colistine. Alors, on peut les remettre de cette façon aussi. Voilà, une classe extrêmement importante, c'est probablement la plus importante à connaître parce qu'il y a énormément de membres dans cette classe d'antibiotiques, les bêta-lactames, qui agissent au niveau de la synthèse de la paroi et au sein desquels, et on y reviendra dans les cours suivants avec plus de détails, on peut décliner les pénicillines, hein, qui comprennent la pénicilline elle-même, mais l'ampicilline, l'amoxicilline, la méticilline et d'autres. Les combinaisons pénicilline inhibiteurs de bêta-lactamase, par exemple l'amoxicilline acide clavulanique ou la pipéracilline tazobactam, le fameux tazocin. Les céphalosporines, qui sont avec plusieurs classes. On a parlé assez souvent des céphalosporines de troisième génération, notamment dans le traitement des méningites bactériennes. Et alors des antibiotiques un petit peu de dernier recours, qu'on utilise essentiellement en infection hospitalière nosocomiale, que sont les carbapénem et les monobactam. Les glycopeptides vont également, comme les bêta-lactames, agir au niveau de la synthèse de la paroi. Donc c'est le cas par exemple de la vancomycine. Je vais mettre ici. Les macrolides vont agir sur la synthèse des protéines, notamment en agissant, en se fixant sur le ribosome 50S. Et donc, au sein des macrolides, très important à connaître, la première génération, c'est l'érythromycine. La seconde génération, largement utilisée, notamment dans certaines infections intestinales ou dans des pneumonies atypiques, la clarithromycine et l'azithromycine. Et bien que les classifications ne le mettent pas toujours directement dans les macrolides, mais on considère que la troisième génération de macrolides, ce sont des antibiotiques comme les kétolides. D'autres antibiotiques assez proches en termes de structure et en termes de mécanisme d'action, les lyncosamides ou la clindamycine, largement utilisés dans toute une série d'indications, notamment en infection des tissus mous. Le linezolide, qui est un antibiotique plus récemment développé, un des rares en fait, des rares nouveaux. Ces antibiotiques-ci qui ne sont pas utilisés en Belgique. Tétracycline, qui sont également des inhibiteurs de la synthèse des protéines, mais qui vont agir en se fixant sur l'autre sous-unité des ribosomes, notamment la doxycycline, très très important, dont vous entendrez parler dans le traitement de la maladie de Lyme ou dans le traitement, par exemple, de la prévention de la malaria. La minocycline, largement utilisée en dermatologie. Les aminoglycosides, qui vont également agir sur la traduction des protéines, plutôt en induisant une mauvaise traduction des codons et donc l'accumulation d'erreurs qu'en l'inhibant totalement. Et c'est le cas notamment des amikacine, géomycine, streptomycine, gentamicine, donc des antibiotiques que vous devez connaître. Alors les fluoroquinolones, très très importants, qui vont agir au niveau de la réplication de l'ADN bactérien en se fixant sur l'ADN gyrase et la topoisomérase. Donc ça va de cette façon-là empêcher la prolifération des bactéries. Alors il y a 4 générations assez classiques. L'acide nalidixique qui est... donc, à ma connaissance, n'est plus utilisé chez nous. La ciprofloxacine que vous connaissez, la lévofloxacine qui en est assez proche, et alors des céphalosporines de quatrième génération, telles que la moxifloxacine ou Avelox. On y reviendra également par la suite. Les sulfamidés et des substances qui en sont proches, notamment les diaminopyridines, agissent sur la synthèse des folates. On les considère donc comme des antimétabolites, et c'est notamment l'association appelée Bactrim ou Eusaprime
qui contient du sulfaméthoxazole et du triméthoprime qui agissent de cette façon-là, avec notamment d'éventuels effets secondaires au niveau hématologique, justement par cette inhibition du métabolisme des folates. Des classes qui contiennent un seul membre. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure du métronidazole, ce sont les nitroimidazolés, les nitrofuranes, dont le représentant, la nitrofurantoïne ou furadentine, qui vont générer des métabolites toxiques pour l'ADN bactérien. Alors, des classes tout à fait particulières qui vont agir uniquement sur les mycobactéries, notamment les agents responsables de la tuberculose, avec les mécanismes qui sont ici, que je ne vous demande pas de retenir. Les quinolones sont parfois utilisés dans le traitement de certaines tuberculoses multirésistantes. Alors, ceci est les 10 DIA qui terminent sont extrêmement importantes. Ça peut paraître comme des lieux communs, mais ce sont des choses d'une très grande importance. Une des différences fondamentales entre la prescription d'un antihypertenseur, par exemple, et d'un antibiotique, c'est qu'il y a 3 partenaires à considérer. Il n'y a pas que le patient et le médicament, il y a le patient, le médicament et l'agent pathogène. Et donc, pour bien prescrire l'antibiotique, eh bien, il faut tenir compte des 3, ce qui, par certains aspects, est plus complexe qu'un médicament classique qui agit sur une cellule de l'hôte. Donc voici la façon dont Frédéric représente cette relation triangulaire avec l'antibiotique d'une part et ses paramètres pharmacocinétiques. Donc PK, c'est pharmacocinétique, pharmacokinétique en anglais, et pharmacodynamique. Donc la pharmacocinétique, c'est toute la métabolisation du médicament par l'hôte. La pharmacodynamique, c'est l'effet du médicament sur l'agent infectieux. Les facteurs de l'hôte, avec d'une part ce qui va influencer la pharmacocinétique, c'est-à-dire le poids, la fonction rénale, la fonction hépatique, etc. Mais aussi des facteurs qui vont influencer la vitesse à laquelle l'agent infectieux va être éliminé, comme l'existence de comorbidités ou d'une immunodéficience. Le micro-organisme lui-même, avec ses propriétés, notamment de résistance à l'antibiotique, qui vont être exprimées par un paramètre sur lequel on reviendra, donc notamment la concentration minimale inhibitrice. Le fait, par exemple, que ce soit un organisme plutôt intracellulaire ou extracellulaire qui va exiger des choix d'antibiotiques différents. Alors, parmi les facteurs justement liés à l'agent pathogène lui-même, la CMI, on l'a dit, qui va être déterminée par l'antibiogramme. On y reviendra également. Et comme je vous l'avais dit dans le cours, je pense, sur les méningites, les CMI, pour être traduites en décision clinique, utiliser un antibiotique ou ne pas l'utiliser, devront être assorties de ce qu'on appelle des breakpoints, c'est-à-dire des valeurs de CMI à partir desquelles on pourra parler de résistance ou en deçà desquelles on pourra parler de sensibilité. Donc ça va toujours de pair, les CMI et les breakpoints qui sont associés. Alors, on en revient un peu à une discussion qu'on avait eue au sujet du traitement syndromique des IST. C'est évidemment très pratique de traiter de façon syndromique sans trop se préoccuper de la nature de l'agent pathogène, mais bien évidemment, il est toujours utile de rechercher cet agent pathogène, notamment pour mettre en évidence d'éventuelles résistances et éviter les mauvaises surprises. Alors voici à quoi ça ressemble, voici cet extrait d'Omnipro au CHU, quelqu'un qui a une infection urinaire, comme vous pouvez le voir, il y a des globules blancs, on n'a pas ici la feuille a été coupée, mais il y a très certainement des globules blancs, il y a du sang, il y a des nitrites, donc tout ça est évocateur, il y a un peu de protéines, donc tout ça est évocateur d'une infection, ce n'est pas une colonisation, très probablement qu'il y a des globules blancs aussi. Vous avez la nature du microbe qui a été trouvé, un Escherichia coli, il y en a beaucoup, en tout cas c'est modérément nombreux, mais il y a plus d'1 million de colonies qui ont été formées.
Et là, vous avez tous les antibiotiques dont on a parlé, hein, quelques exceptions près, euh, avec des valeurs qui sont mises ici, qui correspondent en fait au CMI. CMI à 8 ici, CMI à 4, plus petit ou égal à 1, donc des CMI très très basses. Et le laboratoire ne vous les montre pas, mais il y a des breakpoints qui permettent à l'ordinateur de déterminer, tiens, ici on est on est au-dessus de 16, donc forcément ça veut dire résistant. Donc ça veut dire que si on avait donné des concentrations d'antibiotiques massives, on aurait probablement pu avoir une réponse clinique, mais on aurait très certainement pu aussi tuer le patient. Donc ce sont les breakpoints nous donnent en quelque sorte une contextualisation clinique des valeurs de CMI du laboratoire. Alors ça, évidemment, ce qu'on vient de voir, c'est quand on a identifié le germe, qu'on a pu déterminer ses CMI, mais dans beaucoup de situations, dans un premier temps, si on veut sauver la vie du patient, ou en tout cas le soulager de ses plaintes, on va devoir réaliser une antibiothérapie sans identification du germe. C'est ce qu'on appelle par définition une antibiothérapie empirique. Donc j'insiste sur le fait que vous sachiez ce que veut dire une antibiothérapie empirique. Donc l'empirisme, en fait, en philosophie, c'est se baser sur son expérience, c'est-à-dire pas sur les faits, c'est-à-dire pas sur l'observation d'une culture ou de CMI, c'est de se dire, bah, ce type de tableau clinique, je l'ai surtout rencontré associé à des Escherichia coli ou à ce genre de choses. Et c'est faire un pari aussi, c'est-à-dire, c'est pour ça que Frédéric avait utilisé le terme probabiliste, c'est de se dire, bah, dans ma carrière, dans 70% des cas, c'était ce microbe-là. Et donc, avant d'avoir la confirmation de la nature du microbe, je vais utiliser un antibiotique qui marche dans 70% des cas. Il arrive qu'on ne puisse pas avoir l'identification du germe, hein, ça peut arriver. Et donc, on va à ce moment-là se fier sur la réponse clinique, l'évolution de la CRP, etc., pour savoir si oui ou non on était dans le bon en traitant ce patient. Alors, pour baser cet empirisme, bah, évidemment, on va devoir faire ressortir de son expérience bah, la pathologie dont le patient souffre. Est-ce qu'il a un écoulement urétral? Est-ce qu'il a une méningite aiguë? Est-ce qu'il a une pneumonie avec des images lobaires ou interstitielles? Et donc, à partir de là, on va pouvoir faire un pari, mais il faudra également se baser sur l'épidémiologie locale. Hein, il va de soi que si vous êtes à Durban en Afrique du Sud où 30% de la population est séropositive, un jeune gars qui fait un tableau de fièvre inexpliquée avec des ganglions partout, une pharyngite, etc., bah, il y a fort à parier que ce soit une primo-infection HIV. Si c'est par contre à Liège, le BV peut être certainement au moins aussi plus fréquent. Bon, là j'ai pris des exemples d'infections virales qui ne se traitent pas par antibiotiques, mais vous avez compris le concept, c'est la contextualisation de cette probabilité au lieu dans lequel on se trouve. Alors il y a des facteurs liés à l'autre qui vont rendre certains agents infectieux plus probables que d'autres. L'immunodéficience, le diabète, le fait de ne plus avoir de rate, etc., etc. Donc tout ça va nous permettre de bâtir un pari, une probabilité sur la base de tout un contexte. Ce qui est tout à fait fondamental, c'est que dès qu'on aura une documentation de la nature du germe, eh bien, on va corriger le tir en quelque sorte. Et à la limite, cette notion de corriger le tir est même intéressante si on n'a pas de confirmation du germe, mais uniquement en fonction de... On peut être amené à corriger le tir en fonction de l'évolution clinique tout simplement. Enfin, classiquement, je crois que ce qui est sous-entendu ici, c'est cette correction du tir en fonction de l'identification du micro-organisme. Ça doit se faire dès qu'on a eu ce résultat. Dans certains cas, l'évolution clinique va nous dire, et la négativité des cultures vont nous dire qu'on est un peu passé à côté de la plaque,
que c'était probablement pas une infection bactérienne, et donc il ne faut pas hésiter à reconnaître qu'on s'est trompé. Il n'y a certainement aucune gloire à poursuivre un traitement auquel on ne croit plus. Donc on pourra être amené à arrêter l'antibiothérapie assez tôt. Il n'y a aucun risque à cela si on est sûr de son coût. Bien évidemment, si on a la nature du germe, on essaiera de mettre l'antibiotique qui est le plus ciblé vis-à-vis de ce germe. C'est extrêmement important de comprendre qu'a priori, toutes choses étant égales d'ailleurs, un antibiotique ciblé n'est certainement pas moins puissant qu'un antibiotique à large spectre contre les micro-organismes pour lesquels il est efficace, bien évidemment. On pourrait être amené à modifier les voies d'administration. On peut tout à fait concevoir qu'on ait donné les premières doses en intraveineux et puis qu'on passe en péros, ou l'inverse si le patient se dégrade. Les posologies, on déterminera également la durée totale du traitement. Donc cette réévaluation est extrêmement importante. Frédéric, en tant que président du GGA, est amené à revoir toute une série de dossiers de patients qui ont reçu des antibiotiques et constater que cette réévaluation à 48-72 heures est rarement faite. Et c'est pourtant quelque chose qui est extrêmement important, tant pour le diagnostic lui-même que pour le traitement le plus adéquat. Alors voici deux citations, enfin deux lieux communs qu'on entend souvent prononcer et qui sont particulièrement malvenus en antibiothérapie. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est pas parce que le patient va bien sous un traitement antibiotique à large spectre qu'il faut nécessairement laisser le même traitement. Je crois que tout le monde y gagnera, le patient lui-même pour la santé de son microbiome, la société, si après connaissance du micro-organisme en question et de ses CMI, on rétrécit le spectre. Autre citation qu'on entend souvent, finissez la boîte, sans déterminer la taille de la boîte, le nombre de comprimés. On va de plus en plus vers des traitements courts. Chaque infection, évidemment, a ses recommandations qui sont mises à jour, mais la tendance est de traiter moins longtemps en postulant évidemment que le système immunitaire permettra de terminer l'infection et qu'il n'est pas nécessaire de continuer les antibiotiques plus que nécessaire. Et donc, il ne faut pas nécessairement terminer la boîte. Alors ça, c'est les facteurs liés au patient lui-même. En faisant le choix de l'antibiotique, on considérera évidemment des facteurs qui sont liés à l'état du patient tel qu'il était avant l'infection, sa fonction rénale, sa fonction hépatique, compte tenu du fait que les médicaments sont métabolisés par ces deux voies-là. Son poids, vous l'avez compris, on ne donne pas nécessairement les mêmes doses à quelqu'un qui pèse 50 kg que 120 kg. Mais l'infection elle-même va modifier toute une série de paramètres qui vont parfois nécessiter de sortir des recommandations habituelles en termes de dose. Par exemple, parce qu'une insuffisance rénale se met en place, ou qu'à l'inverse, à cause d'un troisième secteur, d'une hypoalbuminémie par exemple, il y a une augmentation du volume de distribution qui va nécessiter qu'on augmente les doses de l'antibiotique. Le site infecté lui-même va déterminer toute une série de caractéristiques de la prescription. On ne traite pas de la même façon une pneumonie à pneumocoque et une méningite à pneumocoque pour des raisons qui sont tout à fait évidentes. Même si un micro-organisme est sensible à l'antibiotique que vous utilisez, la pénétration tissulaire sera tout à fait différente en fonction des sites considérés. Chaque antibiotique a ses propriétés, il a des propriétés pharmacocinétiques. La pharmacocinétique, c'est réellement l'interaction de l'hôte avec l'antibiotique lui-même, l'absorption, la diffusion, la métabolisation, etc. Et des paramètres pharmacodynamiques, tout ça doit être pris en compte. Quelque chose de très important qui a beaucoup d'implications, c'est pouvoir distinguer
les antibiotiques hydrophiles ou lipophiles. Et donc, il y a trois classes d'antibiotiques qui sont hydrophiles, qui sont les bêta-lactames, les glycopeptides comme la vancomycine et les aminoglycosides, et toute une série d'antibiotiques qui sont plutôt lipophiles. Et vous voyez, ça a pas mal d'implications, cette hydrophilie ou cette lipophilie, notamment les antibiotiques lipophiles ont un large volume de distribution, ça veut dire qu'ils vont avoir une excellente pénétration tissulaire. Ils vont également pénétrer les membranes des cellules, ce qui va leur permettre de cibler les organismes, les pathogènes intracellulaires, et ils seront souvent éliminés par les voies hépatiques, alors que les antibiotiques hydrophiles seront souvent éliminés par les reins, sans métabolisation hépatique importante, seront peu actifs sur les pathogènes intracellulaires et auront un volume de distribution limité avec une pénétration tissulaire relativement limitée. Là aussi, en fonction du site infecté, cela devra être pris en considération. Toute une série de caractéristiques liées au site d'infection vont moduler l'activité de l'antibiotique. Notamment certains antibiotiques agissent mal quand le pH est acide. C'est la raison pour laquelle quand vous traitez par exemple une infection digestive par Helicobacter pylori, vous allez adjoindre à votre tétracycline un inhibiteur de la pompe à protons pour justement augmenter l'activité de l'antibiotique. C'est aussi la raison pour laquelle quand vous avez une anaérobiose, eh bien, des antibiotiques comme les aminoglycosides vont être peu actifs. Et donc pour terminer, le rappel de la responsabilité sociétale liée à la prescription d'antibiotiques, qui est probablement plus marquée que ce qu'elle l'est pour d'autres types de médicaments, puisque on va d'une part sauver son patient, lui permettre de protéger son microbiome, ce qui est important pour sa santé, pour son hygiène, mais on va également avoir un rôle au niveau de la santé publique maintenant et pour les années à venir. Cet aspect-là est très souvent méconnu par le grand public et par le corps médical. Donc en résumé, Frédéric avait mis des dièses comme ça pour ce qui est très important et ce qui est tuyau. Je me souviens que ce fut une question d'examen l'année dernière ou il y a 2 ans. Quelles sont les caractéristiques d'un bon traitement antibiotique? Il faut le donner ni trop tôt ni trop tard, comme beaucoup de choses dans la vie. Par exemple, si on donne une antibioprophylaxie, eh bien, avant une chirurgie, on va la donner juste avant l'incision de la peau. Il y a des urgences antibiotiques telles que la méningite, je vous en ai parlé, mais le choc septique c'est un petit peu pareil. La posologie est importante, on est souvent sous-dosé par rapport à ce qui est recommandé. La voie d'administration est également très importante, la durée du traitement, le spectre le plus limité possible en fonction de l'identification du germe et de sa CMI. Et je l'ai mis ici en dernière place parce que c'est avant tout le patient qui compte. Si on a le choix, on optera pour les solutions qui sont les moins chères. Voilà, ceci est la fin de cette deuxième partie du premier cours sur l'antibiothérapie. Bon travail.